Marie, je suis content. Je suis contente. Je suis content de recevoir une vedette pour ce podcast. Moi, j'ai déjà fait la blague une fois, parce qu'on fait deux fois la prise, donc je ne sais plus quoi dire pour la deuxième fois. Pour la petite histoire, voilà, on en reparlera après. Je suis content. On a une petite heure, une heure et demie là pour discuter de plein de trucs ensemble. J'aimerais déjà que tu nous expliques ce que c'est Vedette de Paris, la genèse de tout ça, comment ça fonctionne. Alors, on imagine bien comment ça fonctionne, des bateaux sur la Seine, mais comment tu gères tout ça, comment tu fais venir des clients, comment tu les rends encore plus satisfaits et émerveillés de Paris. Pour ceux qui ont vu les JO passer et qui ont regardé la cérémonie, on a vu les vedettes de Paris sur la scène, donc j'aimerais que tu me racontes les backstage. As-tu serré la main d'Emmanuel Macron ou pas? Non, a priori non. Et ton engagement pour le climat. Ça te va comme programme? Nickel. Nickel. Marie, est-ce que tu peux te présenter? Marie, beaucoup trop vieille, Je avec te trois demanderai pas ton enfants, âge. avec trois enfants, bien évidemment merveilleux, qui me bouffent beaucoup d'énergie. Bien évidemment. Euh, Comme mon nom l'indique, je suis bordelaise. Enfin, j'habite à Bordeaux. Tu n'as pas donné ton nom. Non, mais le nom de vedette de Paris. Donc, j'habite à Bordeaux, donc je m'amuse dans le TGV de 7h12 le matin. Ça se passe très bien. Tous les jours tu vas là-bas? Non, pas tous les jours, toutes les semaines, une fois par semaine. Je suis 2 jours par semaine là-bas. Les équipes sont absolument ravies que ce ne soit que 2 jours par semaine, comme ils disent. Non, mais c'est très bien comme ça, Et il ils n'y en te le a disent en plus. plus, c'est Ah sympa oui, ça. oui. Ils me disent, non, mais c'était très rigolo. Ils m'ont dit un jour, ah non, mais tu viens, quand tu pars, là, on a plein de choses à faire. Puis la veille de ton arrivée, on dit, ah, c'est chouette, on a tout fait. Et puis le lendemain, t'arrives, et là, t'en rajoutes. Donc, non, puis c'est bien, surtout, ça permet de garder un œil extérieur sur la manière dont on accueille les gens et ce qu'on propose et ce qu'on offre. Donc c'est assez intéressant aussi d'être de loin comme ça. Donc voilà, j'ai une vie par le passé, rien à voir dans l'immobilier, donc rien à voir avec des voyageurs sur la Seine. Raconte-nous ce que tu nous as pas expliqué. Vedette de Paris, qu'est-ce que c'est? Ah ben oui, Vedette de Paris, effectivement. Qu'est-ce que c'est Vedette de Paris? Vedette de Paris est une compagnie de croisière touristique sur la Seine. On ne fait que des croisières promenades, comme on appelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dîner croisière. Notre particularité, c'est que nous avons des bateaux dits de petite capacité, c'est-à-dire 250 passagers. C'est petite capacité, 250. Oui, la concurrence, ils peuvent aller jusqu'à 1000 passagers sur un bateau. Donc vous voyez, c'est un peu Ah oui. moins gros. Voilà. Un peu moins et un peu plus intimiste, C'est quoi. plus convivial et familial. Ah oui, oui. Voilà, 250 passagers. On a cette particularité également d'avoir des bars à bord de chacun de nos bateaux, donc qui permet de proposer la coupe de champagne ou la crêpe sur chacun de nos départs. On a fait évoluer un peu la gamme de produits, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Et en complément de cette activité-là, qui est donc l'activité cœur, on a bien évidemment une activité de boutique. Je ne vais pas dire souvenir, parce que c'est pas que souvenir, mais bon, de boutique et de produits cadeaux autour de Paris, une activité de restauration rapide et une activité d'événementiel, parce qu'on a un ponton qui est dédié à l'organisation d'événements privatifs. Quand tu dis restauration rapide, c'est lié aux croisières ou c'est un business rien à voir? Alors, c'est principalement lié aux croisières, mais on a également en fait sur le quai une terrasse qui propose donc de la petite restauration, du hot dog, du croque-monsieur, Ok. la crêpe et Ah frites. ouais, la crêpe, Crêpe et frites, crêpe ça et marche. frites. Ensemble, en même temps, dans la même. Oh, mais... C'est le tacos, le tacos normand, quoi. Ouais. J'ai pas pensé encore ça, là, on va peut-être la faire d'ailleurs. Hein. Bon, On va bah tu peut-être vois. réfléchir. Et en fait, le gros point, c'est que tout ça, on est basé au pied de la Tour Eiffel. Tous tes pontons sont au pied de la Tour Eiffel? T'en as qu'un? Non. Alors, en fait, il y a deux pontons. Alors, non, tous les pontons sont pas au pied de la Tour Eiffel. Les principaux pontons et le principal lieu d'embarquement est au pied de la Tour Eiffel. Ok. Ah ouais, donc lieu de dingue. Lieu de dingue. Comment Lieu... t'as fait pour l'avoir, l'acheter, le négocier, le louer? Comment ça marche, quelque chose comme ça? Alors, comment ça fonctionne? En fait, il y a enfin, le long de la Seine, il y a différents emplacements qui sont occupés ou qui peuvent être mis en accès libre avec la création de nouveaux emplacements. Et ce sont soit le port de Paris, soit Voies navigables de France, soit la ville de Paris en fonction du lieu où on se trouve, et qui organisent des appels à projets avec un cahier des charges, et on répond à ce cahier des charges, et si le projet plaît, eh ben on est sélectionné, et donc on a un droit d'occupation pour une certaine durée, qui dépend du projet également, et du montant de l'investissement à réaliser. Donc il se trouve que Vedette de Paris a cet emplacement depuis 1976. Ok.
Et on a été renouvelé, je crois, en 2015 et jusqu'en 2035 initialement. Donc une durée de 20 ans, rallongée avec le Covid et rallongée encore grâce à notre engagement pour le climat, mais on en parlera après. Exactement. Donc, ce qui veut dire que l'emplacement ne t'appartient pas. Non. C'est une concession. Et dans les faits, ça arrive souvent qu'au bout de 20 ans, ils vous disent ciao ou une fois que, entre guillemets, une fois que tu l'as, sauf à faire des grandes bêtises, tu le gardes. Alors, jusqu'à présent, c'est clairement, si on a bien fait son taf, on le garde, il n'y a pas de raison. Et je dirais presque qu'il y a une espèce de pacte de non-agression sur la scène qui fait que je ne vais pas aller concourir sur l'emplacement Ouais. de quelqu'un d'autre, sauf si je sais qu'il peut se faire jarter. Mais globalement, il y a quand même on va dire une prime au sortant. Ça, c'est le cas jusqu'à présent. Néanmoins, on peut se poser des questions à l'avenir. On voit que les usages autour de la scène évoluent déjà, risquent d'évoluer encore plus, que certaines activités peuvent être plus ou moins acceptées par les riverains, et donc que peut-être il peut y avoir des risques par la suite, et ou tout simplement, est-ce qu'il y aura encore la clientèle pour ce genre de choses. Eh oui. Tu penses que c'est en train de diminuer un petit peu? Là, en termes d'engouement, en termes d'acceptation des Alors, riverains? alors les riverains n'ont jamais trop accepté en fait les croisières sur la Seine, trop. Enfin, Ah ouais? alors, c'est rigolo, une fois je me suis retrouvée devant des députés dans une commission à l'Assemblée nationale et il y en a un qui a dit oui, vous êtes la principale source de pollution à Paris. Bonjour monsieur. Donc là je dis bonjour monsieur, je crois que je suis quand même pas la principale. Mais donc voilà, donc globalement on est considéré, enfin l'industrie touristique avec ces flux de visiteurs pas toujours très propres, qui mangent n'importe quoi, qui font monter le prix de l'immobilier avec du Airbnb, du machin, du truc, c'est pas le truc Mm. préféré des riverains. Enfin, tout comme je pense dans n'importe quel village de France qui d'un coup devient le plus beau village de France, ils sont ravis parce que c'est beau, mais d'un coup, c'est qui tous C'est ces gens qui viennent nous un embêter. afflux de touristes. Donc l'acceptabilité moyenne, le principal risque, j'aime pas le terme, mais facteur de changement, voilà, c'est beaucoup plus facteur de changement qui est en train de se produire, c'est la baignade en Seine, puisque en fait donc héritage des Jeux Olympiques, nous allons pouvoir nous baigner dans la Seine. Et il y a une vingtaine, je crois, de sites de baignade qui ont été identifiés. Donc ça, c'est... Dont la Tour Eiffel. Alors, non, pas la... Enfin, au départ, oui. Alors, au départ, il y a quelques années, il y avait une merveilleuse piscine en face de chez nous pour se baigner. Donc ça, elle n'a pas été retenue. Non, là, typiquement, il y a un lieu aujourd'hui qui est identifié, acté, tout ce qu'on veut, dans Paris, qui est donc un bras de la Seine qui passe au nord de l'île Saint-Louis, bras de la Seine par lequel tous nos bateaux passent. Et en fait, ce lieu de baignade va faire que la navigation va être fermée sur ce bras-là. Et donc, ça risque d'impliquer que nos croisières qui jusqu'à présent faisaient 1 heure fassent désormais 1h30. Donc toi, ça veut dire business à revoir, prix. Alors ça veut dire plein de choses aussi, parce que moi j'ai des bateaux, on en parlera après, mais des bateaux électriques qui sont calibrés pour faire 1 heure de croisière et pas 1h30. Bien évidemment, tu l'as su après avoir électrifié tes bateaux. Voilà. Donc voilà, ce sont les types d'évolutions sur les usages de la Seine, qui aujourd'hui, donc il y a dans Paris même 3 endroits qui sont identifiés, mais peut-être que demain il y en aura 4, 5, 6, on ne sait pas. Et donc ça peut limiter notre capacité à exploiter, d'une part, et d'autre part, ça peut aussi faire qu'il y a des emplacements qui jusqu'à présent étaient pour faire telle activité, et demain, non, ce sera une espèce de baignade. Donc voilà. L'emplacement que toi, on t'a donné pour 20 ans, on ne peut pas te le changer au bout d'un moment. Entre-temps, on ne peut pas te dire, maintenant vous arrêtez vos bateaux, vous me faites des plages et... Alors, si, ils peuvent le dire. Mais on sera là pour... Parce qu'on reste sur le domaine public. Donc l'État, entre guillemets, à tout moment peut reprendre son espace, entre guillemets. Hein. Mais l'avantage, c'est qu'on est encore dans un état de droit. Et donc s'ils veulent faire ça, je pourrais faire des recours, et des recours, et des recours qui, je pense, me porteront jusqu'à la fin. Oui, ok. Donc ça peut être agaçant, mais... Ça peut être très agaçant, très onéreux également. Mais donc voilà, c'est possible. Ok. Enfin, mais c'est pas le... Voilà, on Bon, verra. c'est un sujet génial. C'est parce que Mais c'est peut-être que moi aussi. Peut-être que moi aussi, je dirais au final, je veux plus faire de bateau et je veux faire un espace de baignade. Ou je veux me lancer dans le tacos crêpes frites et allons-y quoi. Je m'associe avec toi.
Alors, avant de parler, de rentrer dans le détail, parce qu'on commence à y rentrer déjà, est-ce que tu peux m'expliquer la genèse? Est-ce que c'est toi qui as créé la boîte? Comment ça s'est passé? Quelle a été l'idée? Voilà, que tu me racontes un peu le démarrage avant d'aller ensuite dans le Alors, le tout détail. démarrage. Donc, la boîte a été créée en 76 par une dame qui s'appelle Madame Simon, euh, qui est toujours active sur la Seine, qui a toujours une compagnie de bateaux sur la Seine. Donc, En 76, elle a toujours une... Ok. oui. Madame Simon navigue encore ou... Euh, En tout cas, elle est toujours bon pied, Joker. bon oeil, comme Oui, on oui. dit. Donc voilà. Et nous, il se trouve que donc on va dire la famille a racheté cette compagnie en 2006, je crois, 2005 ou 2006. Et depuis, elle est restée dans le giron. Et aujourd'hui, donc, je dirige cette société qui est donc avec un actionnariat majoritairement familial. Ok. Donc toi, tu es arrivé, on me dit que je ne suis pas le cadré, tu es arrivé après dans l'aventure. Donc on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est ton père, hein, c'est ça, au Oui, départ? ouais. On raconte l'histoire ou pas du rachat, parce que moi je trouve ça assez rigolo, mais je sais pas si... Donc l'histoire du rachat. Donc mon père était dans le transport maritime et un jour il déjeune avec son copain courtier maritime, puisque donc, dans le transport maritime il y a toujours des courtiers au milieu, et qui lui dit en rigolant, tu sais pas quoi, il y a une dame qui est venue me voir pour que je lui vende sa compagnie de bateaux mouches, ouais, n'importe quoi. Et donc bah, ils s'entendaient bien, ils étaient bien copains, donc je te laisse imaginer Le repas? le repas, le niveau du repas, et donc forcément sur le dessert, ensemble ils achetaient cette compagnie. Donc ça c'est voilà une opportunité, un délire, et puis ils ont bien aimé, puisqu'ils ont, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont renouvelé la flotte de bateaux qui était relativement vieillissante. Donc ils ont fait construire des bateaux neufs, qui sont considérés comme étant parmi les plus beaux de la Seine par le magazine Air France, donc assez élégants. Et puis donc ils ont développé un certain nombre d'activités connexes, puisque à l'époque, typiquement, il n'y avait pas les bars à bord. Ça a été avec les nouveaux bateaux. Donc il n'y avait pas les bars à bord, il n'y avait pas d'activité de privatisation de bateaux, ni de privatisation d'espace, il n'y avait pas de boutique souvenir, il n'y avait pas plein de choses. En fait, il y avait juste avant, on prenait un billet, on était sur un bateau, on faisait l'aller-retour, on était content, on avait vu la Tour Eiffel et Notre-Dame. Donc ils ont développé un petit peu tout un univers, on peut dire, autour de la croisière et donc des activités connexes. Donc c'était un délire de copains, mais ils n'ont pas fait que reprendre, ils ont quand même développé... Ah oui, oui. Bon, après, ils ont mis un de leurs copains d'ailleurs pour diriger le truc. Et non, non, ouais, donc c'était assez intéressant. C'était des nouvelles idées qui sortaient un petit peu tout le temps. Et puis moi, j'ai commencé vraiment à mettre mon nez dedans à partir de 2013, 2014. Et là, en fait, il s'agissait pour le coup, puisqu'en fait, il y a l'espace à quai, ok, et en fait, avant de monter sur les bateaux, il faut passer par un ponton. C'est quasiment obligatoire, en fait, pour que le ponton, enfin, pour embarquer au bon niveau, voilà, il faut passer par un espace intermédiaire. Et c'était un ponton qui avait plusieurs fonctions et qui datait de 1976, donc il commençait un petit peu à dater. Et normalement, au bout d'un certain temps, il faut sortir le ponton de l'eau pour montrer que la coque n'est pas percée. Et sauf que pour sortir le ponton de l'eau, au-delà de savoir, parce que c'est quand même c'est un peu grand en fait. Je suis pas très forte en chiffres, mais c'est grand, c'est très grand. Et donc en fait, il fallait trouver l'endroit et autres. Ça voulait dire ne pas avoir pendant 2-3 mois de ponton. Ah, c'est aussi long que ça, ouais, le temps de sortir, Ouais, voilà. Fallait qu'il passe sous les ponts, mais pour passer sous les ponts, fallait le couper. Enfin bon, voilà. Donc on s'est dit, bon, c'est beaucoup mieux, on va construire des nouveaux pontons. Et donc moi, je suis rentrée un peu plus à ce moment-là avec appel de concours d'architecte et autres, bien définir le cahier des charges, puis après il fallait trouver les sous, enfin bref, tout ça. Donc toi, tu arrives 2006, Mon c'est père 2006, moi putain, 2000, rachat voilà, 2006, moi 2014, on va dire que je commence vraiment à rentrer dedans. et tu disais, je faisais de l'immobilier avant, mais comment t'arrives là? C'était par choix, par Alors envie? l'immobilier, donc c'était pas avec ma famille, c'est j'avais rejoint donc le groupe familial qui avait donc comme activité le transport maritime, auquel je ne comprenais strictement rien. Et puis donc il y avait cette activité dont pas grand monde s'occupait, enfin qui vivait toute Et seule que les très copains bien. qui s'en Et puis occupaient moi une je me fois suis par dit, an, quoi. ben voilà. Et puis moi je me dis, bah tiens, je vais m'occuper de ce truc-là. J'y connais rien, mais comme tout le monde, un jour ou l'autre, je visite je suis touriste, voilà, je suis touriste. Donc même si j'y connais rien, au moins le produit me parle.
Et donc voilà, donc ça s'est fait tranquillement comme ça. Le directeur, après, il est parti à la retraite. Tout s'est bien goupillé complètement par hasard. Et toi, tu arrives là-dedans, tu t'as jamais fait de, je veux dire, t'as jamais fait de bateau. C'est un secteur que tu connais pas. Qu'est-ce que tu commences par faire? Apporter de nouveaux services, faire venir plus de monde. Non, ça s'est fait. Alors, c'est peut-être mon passé. La première chose que je fais, c'est fiabiliser un reporting mensuel. Ok. On voit le profil, le chiffre organisationnel. Excel, Voilà, machin. ouais. Donc voilà, donc après il y avait toute cette réflexion et donc ce projet de refaire les pontons et donc avoir des nouveaux pontons, ça voulait dire aussi réfléchir à... Alors ça c'était pas trop mon truc, mais donc il y avait des gens qui étaient bons pour ça. Quelle est l'expérience que nous voulons proposer à nos visiteurs, enfin toutes ces choses-là. Donc ça c'était assez intéressant. Mais en fait, le vrai changement qui a eu lieu dans notre... alors, bien évidemment, le fait d'avoir de nouveaux pontons, on passe d'un vieux ponton pas très esthétique et autres, et une terrasse très foraine, très conviviale pour le coup, mais très foraine, à quelque chose de beaucoup plus structuré. Enfin, voilà, on sent que le truc, ça a été travaillé, c'est un Parce que accueil. sur un ponton, tu peux mettre des bâtiments dessus. Alors, un ponton, donc en fait, nous, nos pontons, ils ont 3 niveaux. Ils ont le pont inférieur. Si je prends par exemple le ponton principal, il y a le pont inférieur où là, ce sont les bureaux. Ah oui, c'est un truc énorme. Enfin, moi, j'imaginais un ponton, c'est un truc sur l'eau qui flotte et. Ok. Ah oui, ça reste, Bah, ça flotte quand ça, même. oui, Hein. mais c'est tout. Ok. Non, non, il y a les pontons au pont inférieur. Pont principal, c'est les espaces d'embarquement, d'exploitation, on va dire, mais les bureaux d'exploitation, mais principalement espaces d'embarquement, boutique et une salle de restaurant. Et pont supérieur, on a donc la poursuite de la salle de restaurant et une terrasse, un toit terrasse. Donc je comprends bien, comme tu dis, le fait de couper le pont pour passer. Ouais, Ok, c'est un peu ok, compliqué, je ouais. comprends. Ok. Donc toi, tes Donc c'est un équipes gros truc. bossent devant la Tour Eiffel. Ouais. Purée, tu dis ça comme si c'était normal. Ouais, Bah ouais. Ouais, bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Ah, génial. On a Ok. Alors bizarrement, pour moi, c'est pas le plus... Enfin, le plus beau bureau de la Seine, pour moi, donc il est sur notre ponton. Et en fait, c'est un espace qu'on appelle la régie chez nous, l'exploitation, et donc qui est complètement vitré, qui donne sur le Trocadéro et la Seine. Génial. Et là, on est pas mal. Génial. Et tu n'y vas que 2 fois par semaine. Oh, Bon, non, t'as dû t'habituer. Et donc en fait, donc ces nouveaux pontons, avec également un ponton dédié à la privatisation d'espace, donc voilà, monter une œuvre, machin, enfin bref, tout ça. Donc c'était quand même déjà un changement certain. Également trouver un restaurateur, parce que donc le restaurant, nous on n'est pas restaurateur, on ne Ok. sait pas faire, Ouais, donc c'est on voulait trouver un exploité par. exploitant restaurant. Bah, c'était pas facile en fait de trouver un restaurateur pour être au pied de la Tour Eiffel. Pourquoi, étrangement, tu te dis c'est un emplacement de dingue? Bah oui, sauf que quand il venait, il voyait un vieux ponton Eh tout oui, dégueu forcément. avec genre on a que des touristes en claquettes. Hmm. J'exagère bien évidemment, je salue le touriste en claquettes. Mais Il te fait un peu vivre, mais bon. donc voilà, il se dit mais non, là je peux pas faire un restaurant quali également ouvert aux Parisiens ou quoi que ce soit. Donc c'était pas facile à trouver, mais donc on a quand même cette volonté justement d'aller chercher une clientèle locale et de s'intégrer, on va dire, que tout ça soit pas genre on est dans le ghetto des touristes et donc voilà. Mais en fait donc les vrais changements pour moi qui ont eu lieu, il se trouve que ces pontons ils ont été livrés en 2020 et 2021. Ah oui, donc c'est récent en fait. C'était nickel. Et puis c'est pendant la période faste. Voilà, période faste. Alors c'était bien parce que pour le coup, on était tranquille, on pouvait faire les travaux tranquillement en étant fermé. Mais donc 2020-2021. Mais en fait, quand on a réouvert post-premier confinement en 2020, on s'est dit 2 choses. La première, c'est si on a de la clientèle, elle sera locale. Donc on va certainement pas les attirer avec une bande son enregistrée en 3 langues. Et deuxième chose, on avait vu que pendant le Covid, la population des guides conférenciers ne recevait aucune aide de l'État. Parce qu'ils n'avaient pas de fonds de solidarité, ils n'avaient pas de chômage partiel, ils n'avaient pas de machin, ils n'avaient rien. Donc nous, quand on a réouvert, on s'est dit, on va faire 2 choses. On va virer la bande son, on va mettre des guides conférenciers, on va les payer... entre guillemets pas grand chose, je m'entends, mais voilà, quelque chose qui va pouvoir parce que aussi de toute façon ils n'allaient pas avoir de clients non plus, il n'y avait pas des visiteurs étrangers ni quoi que ce soit, donc ils ont dit ok, on y va. Donc les agences de guides nous ont fait on vous fait at cost, l'important pour eux c'est qu'ils aient de l'activité. Donc la croisière commentée classique c'est devenu une croisière guidée,
avec donc un guide conférencier accrédité, ministère de la Culture et autres. Et moi, j'étais persuadée depuis un moment que la plupart de nos visiteurs s'en foutent royalement du commentaire. Alors que non, finalement. Alors c'est assez intéressant. Et que donc, en fait, surtout, ce qu'ils veulent, c'est passer un bon moment et se détendre. Et notamment en fin de journée. Parce que quand on s'est fait le Louvre, le machin, le truc, le soir à 21h, encore entendre un guide, c'est pas possible. Donc en fait, on a mis en place à partir en soirée, enfin à partir de 19h ou 19h30, ce qu'on appelait la croisière apéro. C'est-à-dire là, il n'y avait plus de commentaires, c'est plus du tout intelligent ce qu'on racontait. D'ailleurs, on racontait plus rien. Et en fait, on mettait une bande son, une bande son de David musique. Guetta à la place. Ok. Sympa. Non, pas trop. Alors au départ, il y en avait quelques-uns qui disaient oui, ça danse pas assez, machin. Parce que forcément, on a attiré des Parisiens qui disaient mais comment c'est pas, on danse pas à bord. Donc une bande son, sympa, soirée, bar, et puis donc avec le bar à bord. On avait même fait le deal, c'était le ticket, il incluait forcément une boisson, donc voilà. Et donc, on est passé de bande-son enregistrée, un unique produit de bande-son enregistrée, à soit croisière commentée, soit croisière apéro. Et on n'est pas revenu en arrière, c'est-à-dire qu'on n'a pas remis la bande-son. Et la croisière apéro, comme on dit, en fait, on pourrait presque en mettre à 11h le matin, elle se vendrait quand même. Oh, c'est pas la même clientèle, mais. Ben, c'est un autre apéro. Oui, c'est le rosé à la place du champagne, quoi. Donc voilà, donc on a vraiment, d'un point de vue positionnement de l'offre, on s'est vraiment différencié par rapport à la concurrence, puisqu'effectivement, on n'a pas parlé de la concurrence, on est 4 compagnies sur la scène à faire la croisière promenade, donc on n'est pas très nombreux. Donc Vedette de Paris, Bateau Parisien, Bateau Mouche et Vedette du Pont-Neuf. Bateau Parisien, Bateau Mouche, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire ce sont des gros bateaux, entre 500 et 1000 passagers. C'est énorme, on se rend pas compte. 1000, ok. Des gros bateaux. Ils font également du dîner croisière, enfin du repas croisière. Pourquoi vous faites pas vous ça? C'est trop. Le bateau est trop petit ou c'est pas le même, c'est pas un kiff? Le bateau est trop petit. Et on n'est pas restaurateur. Enfin, c'est un autre, voilà. Un autre métier. Et pourtant, c'est quelque chose qui me titille, mais on en parlera après parce que c'est quelque chose qui me titille. Et les bateaux étant plus gros, eux, ils vont chercher de la clientèle de groupe à l'époque. C'est-à-dire que eux, avoir un bus de 60 personnes sur un bateau de 500 places, ils s'en foutent, c'est $1. Moi, 50 sur un bateau de 250 places, d'un coup, c'est un peu plus. Surtout que en fait, c'est 250 places, mais les bateaux, ils ont surtout ceux qui sont tout temps, on va dire, toute météo, ils ont un double pont, c'est-à-dire ils ont un pont principal et un pont supérieur. Le pont supérieur, bien évidemment, il n'est pas couvert. Donc en fait, s'il pleut, je passe de 250 à 150. Donc si là-dessus on me met 50 personnes de bus, ça passe plus. Donc Bateau Mouche, Bateau Parisien, eux, ils sont sur une clientèle de groupe principalement. Quand nous, on est de la clientèle individuelle, comme les vedettes du Pont-Neuf qui ont la même activité, mais basée donc, au Pont-Neuf, l'île de la Cité. Plus dur, j'imagine, à faire de l'individuel, parce que ça veut dire qu'il faut que tu le vendes unitairement. Alors, l'individuel, l'avantage de l'individuel, d'abord, on vend plus cher, premièrement. Donc, marge plus importante. Deuxièmement, c'est que ce sont des clientèles qui sont beaucoup moins... sensibles aux événements politiques, sociaux, sécuritaires et autres. C'est-à-dire que clairement, après les attentats de 2015, c'était très compliqué pour tout ce qui était groupe. Par contre, l'individuel, ils sont revenus, entre guillemets, de suite. Donc ça, l'individuel est pas mal pour ça. Par contre, l'individuel vient si les conditions météorologiques sont bonnes. Ouais, donc hyper climato-sensible ton projet, ton histoire. Donc s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, s'il pleut, c'est la cata. Et comment ça se passe de ton côté? C'est-à-dire qu'ils annulent... Alors comment ça se passe? Comment tu remplis? C'est-à-dire que les gens réservent beaucoup à l'avance ou en réalité il fait beau un samedi, t'es blindé, le dimanche il pleut, t'es vide? C'est ça. Ah ouais, c'est haut, c'est vrai, c'est à ce point-là. C'est ça. Donc en fait, nous, on a quand même une très grosse partie, on va dire... Aujourd'hui, on va dire entre 40 et on va dire 40% de notre flux, c'est le promeneur. Celui, on va dire grossièrement. Hein. Donc celui qui passe sur les quais, qui va à la Tour Eiffel, tient un bateau. Oh, il est joli, je préfère celui de droite à celui de gauche. Je descends. Il y a un départ toutes les demi-heures, toutes les 3 quarts d'heure, toutes les heures. Hop, je descends, je prends mon billet, je monte et j'embarque et je fais ma croisière.
Donc ça, c'est pas anodin, parce que donc 40%, ça reste 40%. Le seul truc, c'est que je peux pas mettre des gros néons clignotants en disant venez ici, c'est une croisière d'1 heure, parce que il y a ce qu'on appelle les architectes des bâtiments de France, qui donc limitent pas mal sur tout ce qui est signalétique et autres. Et tu as d'autres moyens pour, par exemple, les réseaux sociaux, de la géolocalisation publicitaire. Tu fais des choses comme ça ou... Alors, géolocalisation publicitaire, je crois qu'on n'a jamais fait. Alors, en 2017 ou 2018, on avait essayé avec France Télécom qui proposait ça d'envoyer des textos à l'époque. À l'époque, mais nous, on a fait des campagnes comme ça. Donc. Mais on l'a jamais activé. On s'était renseigné, mais on l'avait jamais fait. Et je ne crois pas qu'on fasse ça aujourd'hui. On est vraiment très sur le badaud. Parce que toi, tu as un coût marginal nul. C'est-à-dire que ton bateau, je ne sais pas combien, ton départ, et si tu remplis pas à temps, tu n'es pas rentable. Par contre, le reste, c'est que de la marge. En fait, la particularité, c'est que alors, jusqu'à présent, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait qu'il y ait minimum 8 personnes sur le bateau pour qu'ils partent. Sur 250 ? Oui. Ils sont de la place, quoi. Oui, c'est un peu sinistre aussi, mais 8 personnes. Et pourquoi 8 personnes ? Parce qu'en fait, c'était le coût du carburant. Parce qu'au final, mon équipage, dans tous les cas, je l'ai. Attends, 8, donc c'est quoi c'est 20 euros ? T'as 160 ? TTC, hein. Ah, ça vaut pas cher, le carburant. Puisque l'équipage, dans tous les Oui, cas, de je toute l'ai. façon, tu Tout le l'as reste, je payé, l'ai. ouais. Donc en fait, c'est que le carburant. Et ça, c'était quand c'était du gasoil. Maintenant que c'est l'électricité, si C'est je veux 4. faire, c'est peut-être 4. Non, mais attends, c'est génial. Ça veut dire que toi, tu as un business. Parce que restaurateur, tu loupes. Enfin, T'as de la t'as perte cam, avec, t'as de la perte. Mais mm, toi, ça t'as veut de la dire casse. que. Moi, j'ai rien. Tu as tout intérêt à un jour de belle météo à. Alors c'est pareil, c'est assez rigolo. Alors oui, donc ça, c'est faire en sorte d'avoir le personnel qu'il faut le jour de bonne météo. Alors ça, c'est la grande difficulté. Parce que t'as pareil, ton équipage, tu l'as pas tout le temps. Mon équipage, alors après, c'est le droit social français. Hein, c'est que je peux pas dire la veille pour le lendemain, demain, tu viens bosser. Hein. Ah oui, c'est que mais tu sais que chaque journée, chaque week-end. J'ai un Ouais. planning, comment on appelle ça, un planning des saisons où je sais quel jour, combien je vais mettre de bateaux, de quelle heure à quelle heure et autres. Mais après, voilà, on sait que le gros week-end de l'année, le gros lancement de la saison et le plus gros week-end de l'année, généralement, c'est le week-end de Pâques. Oui, c'est là où ça lance tout. Voilà. Le week-end de Pâques, on explose tout. Donc, on blinde tout pour le week-end de Pâques. On met des bateaux partout, des équipages en backup, des machins, des mecs qui vendent des crêpes, en veux-tu, en voilà. Voilà, on va à fond. C'est que, alors attends, ce que. Et des fois, 2024, il a plus tout le week-end. Voilà. Et donc là, alors, typiquement, donc le plus gros chiffre d'affaires qu'on ait fait de notre vie, c'était le Pâques 2019, le dimanche de Pâques 2019. On avait fait 60 000 balles dans la journée. Donc en fait, tu passes de 60 000 à 20-25. Et tu tu pleures. Et tu pleures. Alors que pour les 25, tu avais mis tout le monde sur le pont, quoi. Et pour les 25, j'avais mis tout le monde sur le pont. Donc oui, c'est très, très, très météo sensible. Ah ouais. Donc là, tu dis 40% des badauds et le reste alors ? Donc 50%, on va dire, c'est du B2B2C. C'est Ok. du Get Your Guide, TripAdvisor et autres. Et donc 10% Et ce qu'on de a vente. appelé des mini-groupes. Ok. Que tu hâtes comment les mini-groupes ? Bah pareil, par exemple, il y en a un, c'est City Bike Tour, c'est des petits groupes, ils font Ok. faire un petit tour de vélo dans Paris, et puis après ils font un petit tour en bateau. Donc là, pareil. Donc B2B2C, Badaud, marge à 100%. B2B2C, donc Get Your Guide, Tickets, Un peu etc. moins. Là, ils te mangent quoi ? 30, 35, j'imagine ? Ouais, quelque chose comme ça. Quelque chose Hein. comme ça. Donc, si je calcule bien, tu n'as que 10% de vente en direct ? Non, c'est le badaud, le vente en direct. Vente en ligne, pardon, excuse-moi. Vente en ligne, ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. Ah, donc, tu as encore une belle marge de progression. Comment on... Oh, pardon. Bah après, moi, ce que je pense qui est assez compliqué quand même aussi, c'est que vu que les personnes, quand elles se renseignent, elles voient qu'il y a un départ toutes les demi-heures et qu'il y a 4 compagnies qui font ça, elles se disent, j'ai pas forcément besoin De réserver. de réserver, d'anticiper. Et pourtant, elles le font à 50% via Get Your Guide. Oui, mais avec la possibilité d'annuler dans les 24 heures. Ah, ce que t'as pas toi ? Alors aujourd'hui, c'est pas ce qui est écrit dans mes conditions générales de vente. Après, c'est pas pour autant qu'on le fait pas. Mais, Ouais, mais c'est pas induit. parce que quoi. c'est une gestion derrière. Get Your Guide, c'est. Ah, puis eux, ils sont 40 000, quoi. Enfin, Ah. j'en sais rien, mais ok. Comment dire alors, t'as un pont. Pardon, vas-y. Alors non, ceci dit, il y a un autre truc par rapport à la politique commerciale. C'est que ce qui s'est passé en 2022-2023, on va dire,
c'est qu'il y a eu une tension, en fait, et il y a toujours aujourd'hui une tension sur la ressource en personnel navigant, en pilote. Réforme réglementaire européenne, j'en passe et des meilleurs, on a de moins en moins de pilotes. Et en fait, politique commerciale a été impactée, c'est-à-dire que, comme dit la personne chez moi, on a enlevé tous les clients qui payaient pas assez. En fait, on s'est fixé un prix minimum de vente. On a dit si le client, dans les B2B, n'est pas prêt à payer ce prix-là, c'est pas grave, je le prends pas. Et au final, ce qui a été assez intéressant, c'est plutôt que je sois là, oh mon Dieu, on perd du chiffre d'affaires. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que vu qu'on avait moins de passagers à faire tourner, ben, on avait besoin de moins de ressources. Et donc, en fait, on gagnait de l'argent. Ce qui n'était pas le cas avant? Beaucoup moins? Bah, c'est-à-dire que, en fait, je crois que j'ai diminué limite de 30% le nombre de rotations, le nombre de départs, et que j'ai conservé le même EBE. Donc on se dit, bah, Ok, quoi. au Bon. final, on s'en fout. Besoin de moins de personnel navigant, besoin de moins Voilà, de... moins de personnel, moins de carburant, moins de machin, moins de tout ce qu'on veut, et puis bah, ok. Cette réglementation-là, elle venait de l'Europe, c'est ça? Ouais. Donc au final, c'est pas toujours... Ouais, Alors après, pourquoi ça peut... alors, j'ai quand même dû aussi augmenter mes pilotes de 30%, hein, quand même, hein, pour le moment. Hmm. Pourquoi il y a moins de... Quel est le rapport entre cette loi-là et le fait qu'il y ait moins de pilotes? En fait, c'est parce que, bon, déjà, en fait, avant, comme on dit, comme on disait chez moi, on prenait quelqu'un, entre guillemets, dans la rue, et au bout de 2 ans, il pouvait être pilote. Quelqu'un qui soit quand même, voilà, hein, on le formait, au bout de 2 ans, il était pilote. Là, aujourd'hui, il faut qu'il prouve qu'il ait plus de 500 jours de navigation en tant qu'homme de pont. Oui, donc Voilà. même s'il est apte... Donc déjà, 500 jours, ça fait 3 ans, en fait. Et après, ils ont changé également l'examen pour devenir pilote, où avant, c'était auto-école plus. Et là, maintenant, c'est limite si on ne leur demande pas d'être ingénieur, quoi. Ah ouais. Puisqu'en fait, ça leur permet d'être pilote et pour des bateaux de passagers qui font toujours le même circuit d'une heure, mais également pour des bateaux de fret, de transport de marchandises, où il faut calculer les cargaisons, les machins et autres. Parce que j'imagine que toi, moins de pilotes, obligation de plus former, 4 compagnies seulement à Paris, à mon avis, Bon, il y a un peu une guerre sur la Seine. Eh oui, comment ça se passe avec les autres comme vous êtes que 4? Parce que nous, des concurrents, on en a Alors, beaucoup, mais toi... alors, après, il y a beaucoup d'autres compagnies qui font que du dîner croisière aussi. Mais sur la promenade, on n'est que 4. Bah, l'avantage avec les gros porteurs bateaux mouches, bateaux parisiens, c'est que bah, eux, ils sont principalement sur le groupe. Vous ne ciblez pas du tout les mêmes On clientèles. cible pas les mêmes clientèles. Après, avec Vedette du Pont-Neuf, donc on cible la même clientèle. Eux, ils font partie d'un groupe d'excursionnistes et autres, donc ils ont déjà un flux adressé comme ça. Ils sont à un autre endroit. Voilà, ils ont une autre gueule de bateau, ils sont moins chers, ils ont machin, ils sont... Voilà. Oui, c'est pas tout à fait la même Il y a offre, pas... alors, il n'y a pas d'entente sur les prix. On ne se réunit pas pour dire, toi, qu'est-ce que tu fais. Nous, d'ailleurs, depuis post-Covid, on est plus cher de la Seine. Et ça veut dire qu'on est 1 euro plus cher de notre concurrent qui est à 100 mètres. Donc, il fallait l'assumer. Bah là, je crois qu'on continue à l'assumer, en fait. Et ça marche. Oui, en fait, là, je crois cet été, on était au même tarif que notre concurrent, mais là, on va réaugmenter. Donc, voilà. C'est pas... après, 1 euro d'écart sur une famille de 4, c'est 4 euros, c'est pas la question. Si on met 3 euros, 12 balles, Oui, c'est clair. Là, ça c'est commence un à dollar, faire ouais. un plus gros écart. Donc, et puis 1 euro multiplié par le nombre de passagers, bah, d'un coup... Ce que j'allais dire, parce que là, tu as 250 personnes max. Tes bateaux, ils sont remplis. C'est quoi ton taux de remplissage généralement? Il a vachement augmenté, parce qu'on fait moins de départs. Je veux pas dire de bêtises, donc je dirai rien. Mais ça dépend, donc on a été forcément... alors, parce qu'en fait, on a donc ces bateaux double pont qui sont beaux. Donc ça, on en a 3. On a 5 bateaux au total. On a 3 bateaux comme ça et 2 bateaux qui sont simple pont où tout le monde est... Au même niveau. Tout le monde est au soleil ou sous la flotte. pluie. Ouais, Donc ceux-là, forcément, bah, on met 250 personnes sur ces bateaux-là. Et alors que sur les bateaux double pont, on en met maximum 150 parce que tout le monde, il va être en extérieur. Donc c'est pas... voilà. On fait entre 700 et 800 000 passagers par an. c'est énorme. Ah oui, quand même. Oui, 2019, on en faisait un peu plus. Hein. À 1 euro supplémentaire, Mais, c'est
Ça, c'est, oui. D'un coup, Ça commence à... Ils font plaisir. Ils sont D'un coup, indolores ça pour la chiffre. famille, mais pour toi, ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, ouais, non, hyper intéressant. Donc là, ton objectif, toi, c'est pas tant de multiplier tes bateaux, parce que ça t'oblige à davantage à fréter, rotation plus... C'est plus de remplir ceux qui sont déjà... Ouais. Ah, c'est intéressant. Déjà, quand tu vois que dans ton, entre guillemets, ta répartition de chiffres, tu es à la merci de 40% des badauds, c'est-à-dire que tu ne décides pas de ce business-là, ça veut dire que 10% de vente en ligne, il y a encore un bel... Mais 40% des badauds, ça veut dire que si d'un coup, il y a des travaux sur les escaliers ouest du Trocadéro et qui descendent tous par l'escalier est, eh ben, ils vont tous chez mon concurrent. Et inversement. Je veux dire, c'est que Ça t'arrive, ça? Ouais, ça m'est arrivé. Hein. Et inversement. Donc c'est des... Et là, moi je suis ravie, on va voir comment ça va, voilà, comment ça va évoluer. Mais donc depuis cet été maintenant, depuis les JO, il y a le pont d'Iéna, donc c'est pas le Trocadéro de la Tour Eiffel, qui est devenu piéton. Donc là, ça va drainer beaucoup plus de... Les gens, ils vont pas être là vite, on traverse la Seine. C'est tiens, on se promène on prend le temps de regarder ce qu'il y a en dessous. Donc ça va être intéressant aussi. En fait, t'es hyper... ouais, l'urbanisme, pour toi, c'est majeur, quoi. Selon les travaux, les accès, le fait de mettre en piscine... Là, typiquement, depuis le 1er décembre, ils ont décidé de faire des petits travaux juste devant mes escaliers qui descendent chez moi depuis le pont d'Iéna. Donc, je sais pas quoi, de canalisation, j'en sais rien. C'est ton concurrent qui a payé pour péter le... Et donc, je suis là, je dis, bon, ok, 1er décembre, je m'en fous un peu. Maintenant, pour le 19 décembre, les gars, soyez prêts, quoi. Soit c'est parti, soit vous me placardez toutes les barrières de chantier, de signalétique, en disant pour la croisière, c'est en bas. Ah ouais, parce que... Ah ouais, toi, c'est-à-dire que malgré tout, c'est aussi ça le truc, c'est que malgré tous les moyens digitaux, machin, tout ça, moi je reste relativement persuadée ou sensible que, comme je dis, les manières de communiquer old school, quoi, juste l'affichage, la signalétique, c'est par là qu'il faut descendre. Et où je tanne mes équipes, mais alors je sais pas, elles veulent pas parce que donc nous on veut aussi attirer une clientèle locale. Que ce soit les familles, le week-end il fait beau, plutôt que d'aller s'entasser sur le Champ de Mars, voilà, ben venez sur un bateau, entassez-vous sur un bateau, hein, c'est plus sympathique. Et je dis, mais voilà, mais faites-moi des campagnes de communication dans les boulangeries et chez les coiffeurs. Alors, c'est rigolo ce que tu allais dire. C'est ça qui fonctionne, quoi. Tu sais, alors... Pas qui fonctionne. Et pourtant... Ça fonctionne aussi, on va exactement, tu sais, nous, digital first... mais tu sais, alors, pour l'hôtellerie, tu sais, tous les flyers que... Ah oui, les FBS, là. Voilà, que tu mets les flyers que tu mets pour aller faire que tu mets dans les hôtels pour aller faire des activités comme les tiennes, mais ça cartonne. Non, mais ça cartonne. C'est pas ce qui fait tout, mais c'est des trucs qui coûtent pas cher et c'est des gens qui sont ultra réceptifs parce qu'ils sont dans les lieux et ils sont à quelques pas de chez toi. Mais tellement. Et on avait fait ça là, je pensais, donc on bossait pour le Libourne qui avait un bateau de croisière. On avait fait que des campagnes ads, donc publicitaires sur Facebook et Instagram. À 20 km aux alentours, on n'avait que des locaux. Parce que les gens, le week-end, ils ne savaient même pas qu'il y avait des départs de croisière à Libourne. Ils allaient à Bordeaux le faire. Tu te dis, mais c'est... Les gens qui habitent chez... Enfin, les locaux ne savent même pas l'offre touristique qu'il y a au pied de chez eux, quoi. C'est relativement classique, ça. Mais c'est incroyable. Hein. On est tous touristes. On est tous le touriste de sa propre ville. Hein. J'ai envie qu'on parle des JO. Alors, du coup, moi, je le savais, on se connaît, donc je le savais, donc j'ai vu la cérémonie en regardant, j'ai vu le bateau passer. Comment ça se passe? Il toque à la porte, c'est toi qui... Vas-y, raconte, comment ça se passe? Il toque à la porte. Alors, donc en fait, il fallait une centaine de bateaux, je ne sais plus trop exactement. Donc, certes, il y a les compagnies principales, les 4 dont on parlait, qui font déjà, je sais pas, je vais dire une quarantaine de bateaux, mais il en faut une soixantaine encore en plus. Donc, ils toquent à la porte de manière collective. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on a des associations, on a la communauté portuaire de Paris, ce genre de choses. Et donc, plutôt que d'aller voir les uns les autres, ils toquent à la porte de manière collective. En disant bonjour, on va faire ça, hein, vous le saviez pas, personne n'est au courant, n'est-ce pas? Personne n'est au courant. Si, parce que ça faisait quand même un certain temps qu'on savait. Nous, on était oui, tous là en train de se frotter les mains. Est-ce que tu t'es frotté les mains à la fin? Tu vas raconter. Donc voilà, on va les attendre. Ceux-là, ils ont besoin de nous. Et
Donc en fait, ils ont profité de manière collective. Donc voilà, on a besoin de bateaux, machin. On va venir vous voir individuellement pour identifier vos bateaux, pour voir si vos bateaux peuvent correspondre à notre besoin, ce qui n'était pas le cas forcément de tous les bateaux. Et puis après, on reviendra vous voir collectivement et on vous proposera quelque chose. Donc ce qu'ils ont fait, donc, visite technique. Et après, ils nous ont chacun informé voilà, du nombre de bateaux et de quels bateaux étaient concernés répondaient à leurs besoins. Et après, ils sont venus nous voir, effectivement, on dit, bah voilà, donc on souhaiterait donc affréter vos bateaux selon ces conditions-là. Ah, donc en plus, tu n'avais pas le choix. Ah si, on souhaiterait affréter. C'est à Oui. vous. C'est à prendre ou à laisser. Mais voilà. Mais de toute façon, si tu laissais, tu naviguais pas par ailleurs, puisque tout était Alors, à l'époque, on privatisé. savait pas trop, en fait. Donc, puisque donc leur première proposition est donc unique, je dirais presque, ça a été... C'est public ou... non, c'est pas, c'est pas public, mais Mais ça te fait tousser. Donc ça faisait bien tousser quand même. Bien tousser, puisque ceci dit, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'on vous prend les bateaux, on vous les prend pour 10 jours, au mois de juillet. Donc nous, on était tous là. Bon, c'est très simple, on va prendre le chiffre d'affaires de 2019. Et on va vous... Et voilà, ce sera ça. Allez, on va vous faire une petite ristourne. Donc non, on n'était pas du tout, là-dessus. Mais c'est vrai qu'en même temps, ils ont dit de toute façon, pendant ces 10 jours-là, la navigation sera fermée sur la Seine. Parce que pour des raisons de sécurité, il va falloir déminer les machins, les trucs et autres. Donc en fait, c'est soit vous avez ça, soit vous avez zéro. Oui, le choix est... Bon. La question est vite répondue, comme on dirait. Bah, y en a qui ont dit non, je crois, au final. Ah oui. Parce que c'était quand même des emmerdes. Au final, ça a été... alors, c'était une fierté, bien évidemment, pour les équipages, pour tous les collaborateurs. Ah, c'est ma boîte. Enfin, bref, c'était une fierté. Mais ça a été... En fait, je dirais presque la partie contractuelle qui est arrivée. Alors, ce qui est rigolo... Alors, ça, je peux le dire. Ça, je peux le dire. Ce qui est rigolo, ça a été alors, au-delà des aspects financiers, ça a été les autres termes du contrat, et notamment tout ce qui était propriété intellectuelle. Bon, là, c'était quand même coton, parce qu'en plus, c'est des concepts un peu complexes, quoi. Coton, et puis alors, on s'engageait, s'il y avait un quelconque problème, à indemniser... les Jeux Olympiques. Toi oui, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, de toute perte de machin, de trucs. Là, je dis, mais qu'est-ce que moi, petite boîte par rapport aux JO, je voulais que je m'engage à verser 50 millions d'euros à qui que ce soit. Enfin, au final, moi, je vous le signe, ce sera pas applicable, donc je suis tranquille. Enfin, Parce que c'était ça les termes du contrat, quoi. oui, parce que le COJO, ça reste le COJO, quoi, et qui doit rendre des comptes à plein de monde et autres. Donc, je sais pas si vous voulez, je vous le signe. De toute façon, je l'appliquerai pas, donc... on en reparlera si vous voulez. Non, c'était y compris genre si mon bateau, j'en sais rien, pendant la cérémonie mon bateau prenait feu, donc forcément il y a une perte, il y a des risques, bien évidemment les retransmissions c'est pas la même chose, enfin bref, tout ça, donc je m'engageais à les indemniser. Je pense, ben ouais, oui. Vous prendrez ce qu'il y a. Voilà, je vous laisse le bateau si vous voulez au fond de l'eau, vous vous démerdez, mais... Donc voilà, c'était quand même un... Et alors le truc extraordinaire, c'est que dans le contrat qu'on signait, on s'engageait à ce que notre personnel qui serait sur les bateaux signe la cession de son droit à l'image. Ce que je peux comprendre. Oui, et la cession de son droit à l'image, qui tenait compte donc de sa tête, de son nom, de ses données biographiques, de sa voix. Parce que ça fait quand même beaucoup de choses. Qu'allez-vous faire de tout ça ? Qu'allez-vous faire de tout ça ? Et qui signait cette session pour une durée, je ne sais plus si c'était 20 ou 30 ans, très long. On peut comprendre, Jeux Olympiques, voilà, on peut comprendre. Et pour l'univers. Pour l'univers. Et là, quelle est l'ambition du comité ? J'avais dit, mais pour l'univers ? J'ai dit, mais enfin... C'est quoi l'univers ? Ça veut dire que si mon matelot il fait un truc drôle ou con ou je sais pas quoi, vous pouvez projeter sa gueule sur la lune et tout le monde sera content, il pourra rien dire. Comme je veux dire, et puis alors, s'il voulait faire des t-shirts avec des machins... C'est la meilleure chose qui pourrait arriver, ça. Ouais, mais c'était une session pour zéro. Donc, si par exemple, vous voulez faire des t-shirts avec sa tête dessus, lui, il aurait rien et eux... Je disais, mais pour l'univers. Et là, on m'avait dit, mais tu sais, Marie, pour le COJO... que j'apprécie par ailleurs beaucoup, l'univers n'est pas assez grand.
Alors là, j'ai dit, ok. D'accord. Bon, alors, moi, je vais essayer. Leçon d'humilité. Alors, ceci dit, ça m'a fait rire pendant très longtemps, cette histoire-là, et cette réplique. Mais depuis, j'ai appris pourquoi c'est l'univers, qui est beaucoup plus technique. C'est que, en fait, toutes les images aujourd'hui transitent par satellite. Et qu'un satellite, c'est l'univers. Purée, t'as quand même des juristes qui réfléchissent à ça quand même. Ah oui, il y a des juristes qui réfléchissent à ça. Et puis il y a des filles comme moi qui disent, mais vous êtes tarés. Mais vous êtes des grands malades. Et donc voilà. Et donc tes équipages. Alors t'as frété qui toi? Quelle délégation? Alors, donc nous, on a affrété nos 5 bateaux. Alors après, c'est ça le truc aussi un petit peu drôle. Enfin, donc on a affrété nos 5 bateaux. On s'est engagé à ce que nos bateaux soient présents pour faire un certain nombre de tests et de répétitions. Avant la cérémonie, Avant là la où cérémonie, toi t'aurais pu. Jusque-là, normal. On ne s'était pas engagé mais ils nous ont dit c'est pas grave, ce sera comme ça. Il a fallu que tous nos équipages suivent des formations spécifiques. Ils ont même eu un simulateur. Ils ont fait des séances sur simulateur et autres. Donc de pilotage alors qu'ils pilotaient le bateau depuis. Ouais, de pilotage. Mais alors pour le coup, à la base, on dit mais vous prenez vraiment pour des cons. Enfin, ils le font 50 fois par semaine le tour. Donc qu'est-ce que vous voulez leur apprendre d'autre? Je crois que dans le simulateur, en fait, il y avait genre pour eux d'arriver à rester concentrés sur leur parcours avec un feu d'artifice à gauche, un machin à droite, un machin. Enfin, voilà, pour vraiment arriver à s'assurer qu'ils restent concentrés. C'est pensé quand même. Hein, on s'imagine pas à quel point c'est pensé. En fait, mais ça, après, ils avaient un timing extrêmement précis, c'est-à-dire qu'entre chaque pont, ils avaient exactement à quelle heure ils devaient passer sous quel pont. Et l'heure, c'était y compris les secondes. Donc c'était extrêmement timé, quoi. Ils se sont entraînés pour respecter Ouais. Ils se sont entraînés pour respecter ça et autres. Donc on peut comprendre. Au final, je peux comprendre. Mais donc, voilà. Il se trouve que nous, en plus, on avait tous nos bateaux qui participaient. Donc pour le coup, dès qu'il y avait un petit accrochage sur la Seine dans l'année qui a précédé la cérémonie, on était convoqués chez le préfet. Non. Si. Avec que s'est-il passé? Et puis êtes-vous sûr que ce pilote-là, vous allez le mettre sur la cérémonie d'ouverture? Ouais. Oui, c'est tout. Donc là, il y avait une petite pression aussi sympathique, politique sur tout ça. T'as été prévenu combien de temps à l'avance? Tu dis 1 an, mais donc. On a signé les contrats 1 an et demi avant. Ok. Donc voilà. Il y avait tout le côté assurance. Parce que tu devais payer? Alors moi, j'ai des assurances pour mes bateaux classiques. Et donc j'avais dit, par contre, nous, on a nos assurances classiques. Et donc le COJO s'était engagé à prendre une assurance dite chapeau pour terrorisme, risque de guerre. Parce qu'on a une police spécifique risque de guerre chez nous. Qui notamment qui couvre les attentats, mais également s'il y a une mine qui ressort de la Seconde Guerre mondiale du fond de la Seine, il faut que ce soit être couvert par risque de guerre. Donc toutes ces choses-là, donc il dit non, on va prendre quelque chose de chapeau. Donc tout ça à négocier, voilà, nous c'est assuré pour ça. Pareil sur les assurances de personnes à bord des bateaux, c'est-à-dire que moi, une personne qui se casse le genou chez moi, c'est pas top, mais je suis couverte. Par contre, un athlète qui, la veille de son 100 mètres, se casse le genou sur mon bateau... C'est pas couvert, ça. Moi, je vais... Tu leur as pas servi de champagne à ceux-là quand ils sont venus. Donc voilà, il y avait tout un tas de choses comme ça, assez rigolotes, astucieuses, intéressantes à creuser. Et là où ça suffisait pas, c'est qu'en fait, moi, j'étais un petit peu tarée, donc avec mon électrification de bateau, donc volonté donc d'électrifier les bateaux pour enlever le gasoil extrêmement plus polluant que l'électricité. Et en fait, le premier bateau, on avait mis 1 an à le transformer. Et 8 mois avant la cérémonie d'ouverture, j'envoie 2 bateaux en même temps au chantier à transformer. Donc il fallait qu'ils fassent 2 bateaux en 6 mois quand ils en avaient mis 1 an pour en faire 1. Donc là, ça a été aussi assez drôle, puisque là, c'était une pression en plus que je me suis rajoutée. Pourquoi tu as fait ça à ce moment-là? Alors pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là? D'abord, parce que j'ai conviction environnementale, donc chaque gramme de CO2 économisé est toujours bon à prendre. Et donc c'était pas juste parce qu'il y avait les JO que... Oui, voilà, c'était pas que pour ça, ouais. Non, plutôt l'inverse. Mais il y avait aussi une autre motivation qui était à ce moment-là, on va pouvoir montrer au monde entier que c'est possible d'avoir des bateaux 100% électriques. Donc il y avait aussi ce côté-là un petit peu de montrer que c'était possible. Et donc en fait, sur ces 2-là, le premier bateau est sorti du chantier en mai.
mais il ne fonctionnait pas très bien. Mais il est sorti en mai. Et le deuxième bateau, lui, est sorti du chantier la veille de la mise à disposition des bateaux pour la cérémonie d'ouverture. Et tu n'avais pas eu le temps de le tester? Non. Alors que le précédent marchait mal. Alors le premier marché... Enfin, alors en fait, non mais c'était un délire total parce que... Donc le premier bateau électrifié, il est rentré en exploitation, on va dire, en fin 2023. Donc j'ai envoyé les 2 autres bateaux sans même savoir si le premier fonctionnait. On aime bien le... Enfin, on savait qu'il fonctionnait à peu près quand même, mais on aime bien le... Voilà. Donc on a envoyé les 2 bateaux. Donc celui qui sort en mai, en fait, il y avait des problèmes à droite, à gauche, mais bon, rien de dramatique. J'ai raconté après. Et l'autre, donc lui, pour le coup, il prenait du retard, et donc je n'arrêtais pas de hurler sur les fournisseurs. Ah, mais... et avec des histoires complètement abracadabrantes où donc, c'était quoi? C'était 10 jours avant la mise à disposition. Donc on fait les premiers tests. Enfin, on accouple donc le moteur avec l'hélice, grosso modo. 10 jours avant la mise à disposition, on est bien. On est large, les gars, on est large. Ça passe. Et donc là, on accouple, et puis là, on m'appelle, on me dit, Marie, ça chauffe. Je dis, genre, moi, je connais rien. Ouais. C'est bien ou c'est pas bien? Elle me dit, non, c'est pas bien. Donc, à tout démonter dans la nuit, à refaire faire la pièce, à l'envoyer dans le nord de la France avec un mec qui revient à 4h du matin avec la pièce refaite. Ouais. Enfin, le truc, le sketch. 24 heures chrono, quoi. Enfin, quand on me dit, Marie, bon, c'est bon, la première pièce, maintenant c'est la deuxième qui chauffe aussi. Je dis, Vous pouvez pas tout tester en même temps, les gars? Ouais. Donc voilà, donc il y a après donc, en fait, pour avoir l'autorisation de naviguer avec un bateau, donc il faut l'équivalent d'une carte grise, mais qui est délivrée par l'administration, mais qui ne délivre sa carte grise que si le Bureau Veritas a dit que c'était bon. Donc avoir le Bureau Veritas en temps, en heure et autres qui soit là. Bref. Et le truc le plus drôle pour le coup, c'est qu'on a fait les tests le jeudi, donc une semaine avant la cérémonie, avec le Bureau Veritas, en ramenant le bateau jusqu'à Paris, parce que sinon on n'avait plus le temps. Il était à Villeneuve-la-Garenne. Et sauf que c'était une période où donc la Seine était, depuis le matin, je crois, ou la veille, était déjà entre guillemets sous lockdown, et il fallait des laissez-passer pour rentrer sur les quais. Et donc nous, on était tous carrés, on avait tous nos laissez-passer, sauf l'inspecteur du Bureau Veritas, qui s'est fait débarquer par la police fluviale en disant vous n'avez pas le droit de passer. Donc c'était très drôle. Donc ça, c'était le jeudi, donc veille de mise à disposition des bateaux. Le vendredi, on met à disposition les bateaux. Donc ils partent tous pour être parqués sous contrôle militaire après Bercy, là, un truc, voilà. Donc les 100 bateaux au même endroit. Les 100 bateaux au même endroit. Et le samedi matin... Avec ton équipage aussi, du coup. Avec mes équipages. Et le samedi matin, premier test, répétition flotte entière. Voilà. Sachant qu'avant, il y avait eu des tests de répétition, mais que les tests, ils avaient été reportés je ne sais trop combien de fois parce qu'il a beaucoup plu à Paris, donc il y avait beaucoup de débit, donc machin et autres, donc c'était extrêmement... Voilà. Donc premier test flotte entière, je sais pas, vers peut-être départ à 9h ou 10h. Et donc, je reçois un coup de fil à 11h. Moi, j'avais complètement oublié. Moi, c'était bon. Je dis, c'est bon, on a livré tous les bateaux. Les 5 bateaux, ils sont en place. Ils ont tous... Et là, on m'appelle à 11h. Marie, le bateau, il n'a pas voulu démarrer. Je dis, non, c'est pas possible. J'aurais jamais dû décrocher. Donc, en fait, secouer tous les fournisseurs, les machins. Je dis, je m'en fous de là où t'es. Demain matin, t'es à Paris. Tu viens me démarrer ce bateau. Donc, voilà le stress total. Le lundi, ils arrivent à le démarrer. Lundi soir... Un des bateaux électrifiés ou rien à voir? Un des bateaux électrifiés, oui. Donc, on avait l'air con quand même, un bateau. Ah, ouais. Donc, lundi soir, ça va, tous les bateaux sont censés démarrer. Moi, je dis, je m'en fous, tu ne quittes pas les bateaux tant que la cérémonie d'ouverture n'est pas passée. T'es à bord de chacun des bateaux. Et le mardi soir, un nouveau test. Et là, on m'appelle à 10h40. J'étais à table avec des amis, on était en train de raconter des horreurs, en plus de rigoler. Et là, le téléphone qui sonne à 22h40. Sur la table. Et là, d'un coup, et tout le monde qui se tait. Je décroche. Marie, il y a notre bateau, là. Je sais plus, je vais retirer l'étoile. Il est rentré dans notre bateau, le Montparnasse. J'ai comment ça? Donc, il s'était rentré dedans, en pleine nuit. Tout va bien.
Juste par le courant, pas les... Pas les... Non, en navigation, là, une mauvaise manœuvre et Oh là là là. c'était rentré dedans. J'étais là, je me c'est pas possible. Et comment tu gères ça? Ah ben t'appelles de suite ton autre prestataire qui, je sais pas pourquoi, il dort pas, qui te répond pas de problème, je récupère ton bateau demain matin, machin, tout. Oui, mais il est sous contrôle militaire, comment j'arrive à le faire sortir de contrôle militaire et autres. Et au final, on n'a pas eu à faire la réparation, on a fait passer un expert qui est venu dire qu'il n'y avait pas de risque pour le bateau ni pour la navigation. On a mis un bon petit coup de rouleau dessus Et ça passe. et ça passe. Ah, on n'imagine pas. Et sur les 100, il y en a beaucoup qui n'ont pas démarré ou il y a que le tien? Oui, avec le mien. Sinon, c'est pas drôle. Mais ça, c'était le jour de la répète. Et le jour J, pour le coup, je suis allée. Au départ, je n'avais pas forcément d'intérêt. Puis je me dis, non, non, là, je crois que je vais aller sur les bateaux le jour de la cérémonie. Et donc, j'ai été sur les bateaux le jour de la cérémonie. Donc on aurait pu te voir à la télévision. Bah, en fait, à un moment, on me voit. Parce que normalement, à chaque fois, il y avait quelqu'un qui nous dit, non, enlevez-vous. Faut que vous soyez pas là. Parce que là, tellement il va y avoir une captation vidéo. Faut pas voir les équipages et autres. Mais donc, Donc tu y étais quoi. donc j'y étais. Alors, donc 5 bateaux, t'avais quelle délégation? Alors, je me souviens pas de tous. Moi, sur mon bateau, il y avait Mali-Maroc. On avait la Belgique sur un bateau. On avait sur un autre bateau des gens, j'aimerais dire le Lesotho, peut-être, enfin, je sais pas, ils étaient gigantesques. Des Africains extrêmement grands. Je saurais pas, je sais plus. Mais on avait 2-3 délégations par bateau. Donc c'était assez. Et au final, l'effet JO, t'as eu plus de monde après? Ça t'a apporté toi du business ou pas forcément? Que dalle. Rien. Voilà. Alors d'abord, on va faire pendant les JO. Donc on le savait, on nous avait dit qu'il y avait une baisse de la fréquentation de 20% des lieux touristiques pendant les périodes olympiques. Donc nous on l'a bien vécu. On pensait pas parce qu'on voilà, on était au cœur C'était du ta saison, toi en plus. on était au cœur du réacteur, c'est-à-dire que il y avait au Trocadéro ce qui s'appelait le parc des champions là où ils venaient faire la teuf Ouais. tous les soirs. Il y avait des épreuves sur le champ de Mars, on s'était dit bah on est au milieu, voilà, les gens ils vont bien descendre pour faire que dalle. Donc on était effectivement, je crois qu'on était à moins 15 ou moins 20% de Quand fréquentation. même, En plus, c'est un moment où il y a eu un petit canicule à un moment, donc histoire de rajouter dans les emmerdes. Donc pendant les JO, que dalle. Entre les JO et les Paralympiques, pas grand-chose. Paralympiques, bah, voilà. Et depuis, bah, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. C'est mollasson, quoi. plus mou qu'une saison habituelle, enfin, l'année précédente, ou tu sens quand même L'année l'effet? précédente, elle était pas bonne parce qu'il pleuvait beaucoup. Donc là, non, bien, mais pas de quoi. T'as un business, toi, où tu fais jamais le même chiffre d'année, ça doit être... Moi, je suis une agricultrice, moi, je suis jamais contente, surtout. Non, mais toi qui aimes les chiffres et le Excel et tout, tu dois être contente Non, quand en tu fait, vois le truc, que c'est que tu... effectivement, c'est hyper variable, mais en fait, c'est pas bien. Mais moi, je gère la trésorerie, en fait. Voilà. Donc, je sais qu'il me faut un certain niveau de trésorerie à la fin de la saison pour tenir, Jusqu'à le la... repas de saison. ouais. Parce que ta saison, elle s'arrête quand, toi? Vraiment? Toussaint, enfin les vacances de Toussaint. Ouais, et tu reprends... Là, t'arrêtes ou tu fais plus grand-chose? Non, j'arrête pas. On est ouvert toute l'année, sauf désormais, on ferme 10 jours par an pour faire séminaires, formations, rencontres d'équipe et autres. Ok. En janvier. Ouais, donc c'est En vrai. janvier, Ouais, de toute façon, janvier, c'est... voilà. J'ai l'impression que novembre et janvier, c'est les mois morts du Mm. tourisme. Et ta saison, elle reprend un pack. Ouais, donc Ouais. j'allais dire le secteur du tourisme en général. Mm. C'est marrant, on bosse pour des opérateurs, c'est la même chose. Hein. La trésor, il faut que à la fin de la saison, ils puissent vivre jusqu'à entre guillemets Mm. l'été prochain. Et donc en fait, je sais pas si souvent en 2022, je crois que c'est ça, il y avait eu un automne particulièrement doux. Je crois que même à Noël, il avait fait hyper chaud. Je sais pas s'il faisait pas 15 degrés le jour de Noël ou un truc comme ça. Je me souviens d'un Noël où on était en t-shirt dehors. Ouais. On avait fait des chiffres de dingue. Et puis là, alors typiquement, nous, notre activité, donc météo sensible, alors donc le chaud, canicule, le froid, la pluie. Mais la pluie, elle a deux effets. Le premier, c'est donc les clients ne viennent pas, parce qu'ils n'ont pas envie de se mouiller. Ne serait-ce que pour venir jusque chez nous, il faut quand même un petit peu se prendre l'eau. Donc
Et le deuxième aspect, c'est que quand il pleut, Ça te fait monter la Seine? ça me fait monter la Seine. Et là, quand la Seine elle monte, ben, les bateaux ils passent plus sous les ponts. J'ai regardé l'année dernière, enfin du 1er octobre au 30 septembre, sur 365 jours, je vais pas enlever les jours ou machin, sur 365 jours, les jours de fermeture JO, ça, sur 365 jours, j'ai eu 73 jours où j'ai dû modifier mon parcours de croisière à cause du niveau de la C'est Seine. énorme, hein. Parce qu'il a énormément plu. Si t'allais, par exemple, c'est combien d'habitude les autres années? C'est 3 fois moins, 4 fois moins. Ah oui, donc en plus, c'est pas anodin la différence. Alors, c'est pas parce qu'on modifie notre parcours. La première modification de parcours de croisière, ou même la deuxième ou troisième, n'entraîne pas une baisse de tarif. Par contre, première modification, ça veut dire que déjà, on n'emmène plus les gens voir Notre-Dame. Donc, il y a des gens qui disent bah non, moi j'ai envie de voir Notre-Dame, donc je viens pas. Tu les préviens en avance? Ouais. Et après, il y a à partir d'un certain niveau où là, juste, on passe même plus, on va dire. Alors, si on passe le point dîner, on va pas beaucoup plus loin, et en fait, on va leur montrer Bouygues Télécom et TF1, quoi. Donc là, forcément, c'est pas le même tarif, quoi. Et là, on est juste content déjà d'avoir des gens qui ont juste envie de faire un tour en bateau, en fait. Et t'as Alors, quand on dit qu'on leur montre la Statue de la Liberté. Voilà. Ah, c'est du bon marketing, ça. Ouais. Ah ouais, Et les nouveaux 73 jours quartiers sur Beaugrenais, 360. 73 Ah jours. ouais. Ça fait 20% des jours. Un jour C'est sur énorme, 5. hein, c'est énorme. C'est énorme. J'imagine, j'ai la réponse en tête, mais t'as aucun dédommagement, t'as rien dans ces cas-là. Bon, non. C'est le Et ta risque. clientèle, elle se reporte pas C'est sur les comme jours les d'après. campings, hein, il pleut. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. T'as pas de. Et t'as pas comment dire, t'as pas de report de clientèle où ils viennent quand même ensuite, un peu sur les autres jours. C'est de la perte sèche où tu vois que ça déborde sur les jours d'après. C'est de la perte sèche. Oh, ça, c'est Alors, dur. sauf, on va dire, tout ce qui est vente en ligne. Oui, parce que là. Éventuellement, parce que. Mais sinon, le badaud, c'est de la perte sèche. Hein. Ouais, puis comme t'es quand même. C'est 40%, et t'es quand même très, très sensible à ton passage, forcément qu'un jour comme ça, c'est mal pour toi, quoi. Ça me fait une bonne transition, voulu ou pas, mais ça me fait une bonne transition avec tes engagements climatiques. Mmh. Tu disais, tu as 5 bateaux, 3 électrifiés. Ouais. Pour se connaître un peu, je sais que c'est des choses qui te tiennent à cœur. Comment dire, ton engagement, ta sensibilité n'a rien à voir avec ton métier, ou c'est en faisant ce métier-là où ça t'a éveillé des choses? D'où tu es parti là-dessus? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour ça? Alors, d'où je suis partie donc moi, à la base, je suis une fille plus à vouloir se balader dans la nature que d'aller dans les centres commerciaux. Voilà, je suis pas, Oui, déjà à la base. voilà, j'aime bien avoir un petit peu d'espace autour de moi et autres. J'ai jamais été passionnée, j'ai jamais regardé les documentaires animaliers ni quoi que ce soit, mais quand j'avais pas le choix, je me disais quand même que dans les documentaires animaliers, il y avait des trucs quand même qui étaient incroyables. Donc un petit côté admiration sur la beauté du vivant ou la complexité ou l'ingéniosité, tout ce qu'on veut, enfin des trucs incroyables. Mais ça s'arrêtait là, c'est déjà pas mal, mais ça s'arrêtait là. Et donc j'ai vécu ce qu'on appelle une claque climatique en participant à la Convention des entreprises pour le climat, où je me suis rendu compte, même si on l'entendait, je l'avais pas, enfin aussi, voilà, c'était pas forcément monté jusqu'à mon cerveau, qu'on était a priori en train de bousiller justement ces trucs incroyables que je voyais dans les documentaires. Et en fait, c'était pas tant de bousiller les documentaires, c'était plutôt, enfin, bousiller le vivant, c'était plutôt, la question c'était plus dans quelles conditions mes enfants vivront demain. Avec les évolutions qu'on pouvait avoir, que les scientifiques pouvaient voir et les différents scénarios qu'ils pouvaient montrer. Et donc là, j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur, d'abord parce que moi je supporte pas la chaleur. Donc quand on dit qu'il va faire plus chaud, c'est pas bon pour moi. Moi j'ai des maux de tête, je gonfle, machin, je supporte pas la chaleur. J'ai pas forcément envie d'aller vivre en Belgique. Donc c'était pas trop mon kiff, mais enfin bon, je ferais peut-être pas le choix quand même. Mais aussi tout ce que ça voulait dire d'un point de vue social. Parce que si on dit difficulté d'accès à l'énergie, pétrole, machin et autres, ça veut dire que c'est la fin de la polaire quechua à 5 balles. Donc ça veut dire que les gens ils vont crever de faim ou de froid ou de machin. Et donc là, j'aime bien les scénarios catastrophes. Encore une fois, je n'avais pas imaginé le Covid, mais on se dit ça peut très vite être guerre civile, quoi. Et j'ai pas ma tête du bon côté de la pique. Voilà. Donc ça me rassurait pas trop non plus.
Donc pour mes enfants, pour moi, et puis je sais pas, un côté altruiste, je sais pas si c'est le terme, mais oui, quelque chose qui nous dépasse et de se dire que c'est pas possible en fait. Et donc je suis partie un peu bille en tête avec faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Et donc la première réaction qui a été, ça a été dans ma boîte. Et donc ça a été aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on a? Alors, comme je disais de manière très grossière, nous, on prend des gens qui viennent en avion de l'autre bout de la Terre pour les foutre sur un bateau qui pue du cul, et si en plus, pour faire des ronds dans l'eau, et si en plus, en sortant, ils pouvaient acheter 3 chinoiseries à la boutique Souvenir, c'était de manière très grossière et caricaturale et autres, Mais c'était ça mon c'est vrai, business. mais ouais. C'était ça mon business. Et aujourd'hui, je dis, ça, c'est plus possible, en fait. Enfin, c'est. Alors, est-ce que j'arrive à vivre sereinement avec ça, sachant que potentiellement le climat et l'habitabilité par l'homme de la Terre est menacée et que c'est à cause de tout ça? Premièrement, est-ce que j'arrive à vivre bien avec ça? Et deuxièmement, l'avenir de ma boîte, c'est quoi? Est-ce que. Alors, sachant que le pire, c'était est-ce que j'ai encore le droit d'exister face à tout ça? Ouais, C'est pour ça que ça m'intéresse d'en parler avec toi. c'est le truc vraiment où tu te. Voilà. Et c'est quoi l'avenir de ma boîte? Donc la réaction de base, bête, j'ai regardé le truc, je dis nous on brûle du gasoil, gasoil pas bien, ben caca, on va arrêter de brûler du gasoil. Ça faisait un moment en fait qu'on faisait des études pour électrifier les bateaux, les verdir, les machins. Mon père avait dit il faut un bateau verdi pour les JO. Je dis oui bien sûr, m'en fous. Nous on s'est endetté pour faire les nouveaux pontons. Ensuite il y avait en plus le Covid. J'ai dit écoute en moi, je vais d'abord rembourser les banques. Après ton truc d'environnement, on verra plus tard. C'était pour donner une idée de, De là d'où tu pars. Ouais. voilà, j'étais sensible, mais j'étais pas dans Bah, c'est un peu l'action. comme nous tous, quoi. Voilà. On est tous sensibilisés à ça, puis quand il faut y aller, c'est un peu plus complexe, Voilà, quoi. on voit plein de bonnes ou mauvaises excuses pour ne pas y aller. Enfin, Exactement, ouais. donc voilà. Et donc je me suis dit non, non, moi je m'en fous, on y va. Enfin, on y va. On savait que c'était théoriquement possible, mais on avait fait que des pré-études. C'était théoriquement possible. Moi je dis non, non, on y va et on y va maintenant et on y va fort. Donc on a fait un premier bateau. Donc qui peut paraître, donc on a rétrofité les bateaux, c'est-à-dire on a enlevé le moteur thermique des bateaux pour y mettre un C'est moteur ça, ouais, c'est électrique. vraiment. Tu dois tout. Ok. Pourquoi on a rétrofité et pas acheté de nouveaux bateaux? C'est parce que bah, la construction d'un bateau, ça crame du CO2, donc autant. Mais ça coûte pas plus cher. Euh, Pas beaucoup plus, quoi. c'est pas un gain, Hmm. voilà. Quand on est parti sur ce truc-là, on s'était dit qu'il y aurait pour 1 million d'euros par bateau pour les transformer. On a dépassé les 2 millions par bateau. Oui. C'était, comme on dit, une première, en fait, on va dire une première mondiale, parce que aujourd'hui on a des bateaux qui sont 100% électriques. C'est rare, il y a quelques autres bateaux qui sont 100% électriques sur la Seine. J'enlève les tout petits bateaux, mais les bateaux de taille comparable qui sont 100% électriques, en fait, ils n'ont pas le même process que nous, puisque nous, il fallait que le bateau il puisse fonctionner en saison de 10 h du matin à 1 h du matin non-stop. Comment C'était quand tu même faire fais? un Comment certain tu nombre de fais? Ouais. rotations. Et qu'en plus, ils puissent affronter les débits de la crue. Parce qu'il faut quand même arriver à la remonter, la Seine, quand il y a du courant. Donc clairement, ça c'était un premier défi de taille avant de donc, payer des études. Parce que oui, on peut rajouter plein de batteries sur le bateau, sauf qu'au bout d'un moment, le bateau il va couler. Donc c'était le bon équilibre entre performance, comment on dit, bref, Durée de durée vie de la. d'utilisation et besoin de recharge et temps de recharge. Donc en fait, ce qu'on a fait, pourquoi je dis que c'est une première mondiale, c'est parce que il y a qu'un seul, avant nous, il y avait qu'un seul bateau au monde qui utilisait la technologie de charge rapide. Donc jusqu'à présent, les seuls bateaux qu'il y avait, c'était que de la recharge lente. Donc ils mettaient 5-6 heures pour recharger le bateau, ce qui n'était pas grave quand le bateau il fait que de l'événementiel privatif ou grosso modo il sort une fois par jour. Hmm. C'est pas grave, il a 24 heures ou 20 heures pour recharger, c'est pas un problème. Nous en fait, on l'allume le matin, à 10h30 il fait sa première croisière, 11h30 il est de retour, hop, biberonnage, charge rapide. Et il repart pour 1 heure, charge rapide. Ça. Donc il biberonne toutes les heures. Et à la fin de la journée, il fallait qu'il soit à au moins 60%
de la batterie, entre 40 et 60% de la batterie. En dessous de 40%, on disait qu'on était à risque, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, on doit naviguer plus longtemps ou quoi que ce soit. Donc c'était arriver à mettre le bon nombre de batteries sans que le bateau coule, mais qui puisse permettre cette exploitation-là. Donc ça déjà c'était un peu... et trouver la bonne technologie de batterie. Parce que, ah oui, là, t'avais pas un fournisseur qui avait déjà le clé en main, en fait. Non, non, non. Il a fallu étudier le truc. Et je n'avais pas en plus rajouté le fait que la batterie, il fallait pas qu'elle soit fabriquée avec des terres rares sur lesquelles les petits-enfants ils étaient allés chercher au fond de la mine. Tu vois, T'as réussi à, comment dire, parce que comment on le sait t'as réussi à entre guillemets, à le savoir, ça? Ouais, c'est le cobalt, je crois, principalement, qui est pas Ouais, cool ok, sur les voilà, c'était petits-enfants. par le matériau en tant que Ouais, tel, quoi. par le Ok. matériau. Ouais, non, Ah, j'ai pas tracé jusqu'au bout, quoi. Donc ça, c'était une première phase d'étude qui était assez forte, voilà, impactante, savoir si c'était bien calibrer les choses. Après, il y a eu la phase de réalisation, donc jamais fait, puis arriver à faire rentrer tous les trucs dans l'espace fini de la coque, parce que là, on peut pas faire une extension comme oui, une maison, voilà. hein, là, c'est comme ça ou comme ça. Alors, justement, pour que le bateau puisse tenir toute la journée, comme on voulait, on a refait la coque. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils disent, on a refait l'hydrodynamie de la coque pour qu'il n'y ait plus aucune adhérence, un peu comme une Formule 1 en fait. Puisque je sais pas pourquoi, avant on s'en foutait, on mettait des trous partout pour que ça adhère. Mais pourquoi Parce qu'à Pourtant, l'époque, l'énergie était pas chère, donc on s'en foutait. Donc on a tout revu pour que voilà, il y ait une hydrodynamie parfaite. Donc ça, en fait, c'est notamment ce qui a fait que Ça a coûté. Mais tu le savais ça- pas avant, ça. non, non. Bah, en fait, si on m'avait dit tu rajoutes 3 batteries et t'as pas à faire ça, bah, j'aurais rajouté 3 batteries. Eh ouais, Sauf que là, j'avais beau rajouter 3 batteries, ça marchait pas. ça marchait pas quoi. Donc voilà, ça. Après, vu que ça avait jamais été fait, bah, il a fallu voir avec l'administration et autres pour arriver à faire rentrer ça dans la réglementation et pour qu'ils puissent nous donner la carte grise, le Bureau Veritas. Là, après, vu que ça avait jamais été fait, encore une fois, est-ce que la ventilation, est-ce qu'il faut qu'elle aspire ou est-ce qu'il faut qu'elle souffle? Voilà, bah, ça changeait d'une semaine sur l'autre. Voilà, et qu'est-ce que vous allez mettre là? Et là, on va vous imposer ça en plus, et machin. Donc ça, c'était la beauté de la chose. Et puis, donc là, donc il y a eu quasiment il y a eu 6 mois, un an, on va dire, d'études et d'appels d'offres pour avoir des prestataires qui également ont les capacités techniques, ouais. l'assise financière et autres pour faire le bazar là. Donc un an de travaux, c'est-à-dire qu'il est parti en novembre et il est revenu en novembre. Enfin, grosso modo, on a commencé à le faire tourner en novembre. Mais en fait, comme je disais, c'est pas tout d'avoir un bateau électrique, encore faut-il avoir l'électricité. Puisque bien évidemment, nous n'avions pas du tout l'électricité qui est nécessaire pour alimenter de la charge rapide pour recharger un gros bateau. Et donc là, alors là c'est bien et c'est pas bien, c'était difficile parce que notre transformateur électrique dont on dépend, que déjà on ne savait pas qui était propriétaire du transformateur, bah, il est suspendu au-dessus des rails du RER, donc dans une emprise gérée par la SNCF, et qu'il fallait sortir de cette emprise SNCF, arriver jusque chez nous, faire des tranchées, avoir donc l'accord de la SNCF, du port de Paris, des travaux, des machins, des architectes des bâtiments de France, pour arriver à avoir ça. Donc, quelque chose que j'avais dit, bon, démerde-toi, ça va pas coûter grand-chose, voilà. Et puis surtout, après, il fallait mettre des bornes de recharge sur les bateaux, sur nos pontons. Et une borne de recharge, bah, c'est pas léger, donc il fallait aussi que ça transperce pas le pont du ponton, quoi. Donc il a fallu également consolider le ponton, mettre les câbles dans le ponton pour qu'il puisse accueillir ces bornes. Et donc, en fait, tous ces travaux-là, 1 million d'euros. Ce que tu n'avais pas prévu du tout. Non. Et puis alors là, autant sur l'électrification des bateaux, il y a beaucoup de subventions et ou de mécanismes de financement qui existent, autant sur ça, sur électrifier un quai sur le domaine d'autrui, parce que c'est même pas chez moi, c'est le domaine de machin. Zéro. Rien. Puis alors, j'ai même pas essayé de trouver un financeur pour ça. Quelqu'un qui veut me financer des câbles électriques. Des câbles électriques et des tranchées. Là, donc rien. Et l'État ne te le fait pas dans ces cas-là parce que L'État, alors, le port m'a payé une partie des tranchées. Le port a dû revoir une partie de son installation électrique. Voilà. Mais donc ils ont dépensé de l'argent, même si on ne l'a pas valorisé en face. Mais sur le reste, non. Oh là. Et j'allais te dire tout.
Parce que c'est 2 millions pour l'électrification de chaque bateau, mais Ouais. tu le répercutes pas du tout dans ton prix de vente en plus. Donc c'est vraiment... Alors jusqu'à présent, on avait cette position-là qui était de dire on garde la chose accessible à tous et on ne le répercute pas dans notre prix de vente. Même si aujourd'hui, donc encore une fois, on est 1 € plus cher que la concurrence. Mais bon, on n'est pas, on Oui, n'est pas c'est pas 30% plus cher. Mm. Je ne sais pas si cette année, on va pas passer à 2 € de plus, mais ça reste Ça reste... Bah oui. 10% de plus. Enfin, je veux dire, ça reste marginal, Mm. quoi. On n'est pas... parce qu'aujourd'hui, sur 2 millions, quand on rajoute les subventions et le parapublic ou équivalent, les autres modes de financement, on a entre 30 et 40% de notre investissement qui est couvert par ce genre de choses. Ouais. Bon, il en Ce qui reste est encore bien en soi, mais 60%. ce que Hein, j'allais dire, tu as encore 1,6 million à sortir. Ouais. C'est énorme, 1,2 million. Mm. Et, j'aime bien avoir, je veux bien avoir ton avis parce qu'effectivement, c'est quoi l'avenir d'un métier comme le tien? Même je dis ça, mais moi aussi, je travaille dans le. Enfin, quand on parle de dérèglement, de catastrophe, est-ce que le tourisme, tu me disais tout à l'heure quand on préparait un peu le podcast, c'était quoi ta définition? C'est pas la mienne, celle du dictionnaire Enfin, de celle l'Académie du française. dictionnaire de l'Académie, c'est Voyager pour le plaisir. voyager pour le plaisir. On se dit, on fait un peu de prospective, on dit si l'humanité va mal, est-ce que c'est pas quelque chose de non essentiel comme ils disent comme ils disaient à l'époque du Covid? Ça a été quoi ton cheminement intellectuel, hein, juste Alors, mon cheminement pour intellectuel. discuter, hein. En fait, à la base, donc moi, moi, claque climatique, je me dis demain je suis morte. Pourquoi donc moi, dès lors qu'il fait plus de 35 degrés, ou 33 degrés d'ailleurs, j'ai plus personne sur mes bateaux, il fait trop chaud. Donc vu qu'on va multiplier le nombre de journées à plus de 40 degrés à Paris en saison haute, je suis dans la merde, vraiment. Deuxièmement, la Seine n'est pas navigable. On navigue à Paris que parce qu'il y a des bassins de rétention qui alimentent la Seine pendant tout l'été pour qu'il y ait assez d'eau pour naviguer et puis éviter que ce soit de l'eau croupie. Donc, j'ai dit demain, s'il n'y a plus assez d'eau, qu'on est en pleine sécheresse, est-ce que cette eau des bassins de rétention on l'utilisera pour irriguer les champs, les cultures et faire en sorte qu'on ait quelque chose à bouffer ou juste pour faire des ronds dans l'eau à des touristes, encore une fois. Donc je me dis, bon, pas bien, pas bien. Tension au niveau de l'énergie et potentiellement difficulté à se déplacer, à prendre l'avion et autres, pas bien non plus. Donc j'étais un peu catastrophée sur donc moi demain j'existe plus. Une fois que j'ai dit ça, je me suis dit bah en fait il faudrait juste détends-toi. T'es en plein cœur de Paris, donc en plein cœur de la ville la plus densément peuplée de France. Tu sais faire naviguer des bateaux et tu sais accueillir les gens. T'arriveras toujours à en faire quelque chose, quoi. Quoi? Tu sais pas, mais t'arriveras toujours à en faire quelque chose. Et encore, j'étais pas sur les différents scénarios de l'ADEME, du tourisme, avec c'est la guerre mondiale, ou c'est que pour les élites, ou c'est que pour ça. Par contre, je dis, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la Seine, la Seine, la Seine, je travaille avec la Seine, il faut que enfin, c'est ça, en fait, c'est la Seine. Or, justement, un jour sur 5 à pas pouvoir naviguer comme il faut, je me dis, en fait, mon avenir, c'est pas la Seine. Donc, au final, électrifier les bateaux, ça me permet de me permettre de bien dormir le soir, m'acheter une bonne conscience, d'inspirer, de créer, alors pas de nouveaux imaginaires, puisque justement, ils ne sont pas imaginaires, qu'un avenir différent est possible et souhaitable, parce qu'en fait, avoir électrifié les bateaux, ça change complètement le produit, on va dire. Donc c'est silencieux, sans vibration et sans odeur. Mais oui, on pense pas ça à ça. n'a Mais oui, rien à voir. C'est plus du tout la même expérience. Rien à voir. Mais rien à voir. Alors après, la difficulté... Tu le dis pas vraiment ça d'ailleurs sur ton site. Je l'ai pas vu pousser à son paroxysme. Enfin, c'est non, parce que pour le moment, si tu veux, on me dit, mais Marie, il n'y a que 3 bateaux, il n'y en a pas 5. Donc la personne, si elle tombe sur un bateau qui n'est pas électrique, elle va pas être contente. Non, mais je pense que ah oui, non, mais enfin, il y a ce truc-là. Ouais. Faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est magnifique, mais enfin, il y a beaucoup d'emmerdeurs, en fait, de gens tatillons, en fait, qui vont dire oui, mais, ou peut-être, mais, et pas moi, et je demande à être remboursé, et autres. Donc, bon, d'exigence. Voilà. Pardon. Donc, en fait, l'expérience est complètement différente, et c'est ça aussi qui est intéressant. Aujourd'hui, on s'était fixé comme mission, si on peut dire, d'évangéliser à 1, l'urgence climatique, et 2, qu'une transition environnementale, ça ne veut pas forcément dire perdre quelque chose, c'est peut-être gagner. Et c'est certainement gagner. Déjà, vivre en paix potentiellement, et c'est en plus avoir véritablement un gain sur ce qu'on vit. Et là où c'est compliqué, c'est que de toute façon, quand on va faire un tour en bateau, on n'a pas, dans notre imaginaire, n'est pas intégré le fait que ça va faire du bruit, que ça va puer, et qu'il va y avoir des vibrations.
On se dit, ah chouette, on se croit tous sur un voilier. Mais pas du tout. Donc c'est aussi compliqué de... Oui, de faire changer la chose quand elle était pas déjà dans l'imaginaire. Oui, voilà. Mais bon, on va y arriver. Et tu me disais entreprise à mission. Ah ouais, on réfléchit donc à devenir entreprise à mission. Pour, voilà, parce qu'il faut toujours, non pas avoir un temps d'avance, mais du moins inspirer et autres. Et c'est vrai que toute la réflexion, donc moi ce terme de tourisme, j'aime pas du tout ça, j'aime pas, comme je dis, faut tuer le tourisme pour mieux faire renaître le voyage, je pense que c'est ça la première des choses, même si demain c'est le bordel, la guerre, le machin, le truc, en fait, l'humain aura toujours besoin de s'émerveiller. Et si on veut aussi que ce soit pas la guerre débile et autres, le mieux c'est de se connaître les uns les autres, et pour ça il n'y a rien de mieux que le voyage. Mais donc le voyage et pas le tourisme, le voyage, c'est-à-dire aller vraiment à la rencontre des autres, aller voir le beau, que ce soit dans la nature ou dans les créations humaines, et pas aller manger une pizza sur la place Jamaïfna. Ça n'a aucun sens. Il ne faut pas se déplacer, il faut voyager, il faut s'ouvrir. Donc il y a tout un truc autour de ça. Et après, c'est vrai que nous, notre activité, on se dit que si demain il y a des difficultés de plein de choses, il y a quand même tous les Français et les pays limitrophes, et Paris restera toujours Paris avec voilà, sa richesse culturelle, ses monuments et autres, que les Parisiens aussi, comme je dis, hein, s'ils pouvaient ne pas partir le week-end et rester là et juste venir faire un tour de bateau. Ça suffirait largement. Enfin, moi, ils sont combien les Franciliens? Ils sont 10 millions. J'ai pas besoin de tous les Franciliens, hein, moi. Donc, donc voilà, c'est aussi se rapproprier, remettre du sens. Et donc on est beaucoup sur essayer de créer des activités ou des animations connexes, enfin je ne sais pas comment dire, on a fait, il y a, alors pas cette année parce qu'il y avait les JO, mais l'année d'avant, pour la première fois, on a fait du cinéma en plein air pendant 5 ou 10 jours sur notre quai, donc les gens ils venaient voir un film au pied de la Tour Eiffel comme ça en plein air, donc c'était assez sympa. L'année dernière on a fait avec quelqu'un une opération autour du paddle, là, le tennis, pas celui sur la scène, le paddle tennis, qu'on va très certainement reproduire, pour un petit peu créer un lieu, j'aime pas ce terme parce que ça fait un peu altermondialiste, mais un lieu de vie et qui accueille un petit peu tout le monde, ce qu'on a réussi à faire quelque part, parce que le restaurant donc, qui est chez nous, il est quand même la moitié de sa clientèle, ou le gros tiers de sa clientèle, elle est locale, c'est la clientèle parisienne, donc on voit que c'est possible de mixer des... Mais il faut créer quelque chose qui soit pas un attrape-touriste, quoi. Et c'est vrai que, enfin, je reviens là-dessus, mais nos croisières apéro, les gens, ils n'ont pas l'impression d'être touristes quand ils sont en train de prendre un verre avec une musique d'ambiance sur un bateau. Ils sont juste en train de prendre leur apéro et passer du bon temps. Donc, c'est vrai, c'est un petit peu, voilà, sortir de ce truc, on est pour le touriste, et plutôt, on est là pour apporter un moment d'évasion et de plaisir à nos visiteurs. C'est marrant ce que tu dis, on est en train de bosser beaucoup là-dessus, nous, avec nos destinations. Je ne sais pas pourquoi le regard s'est porté vers le lointain pendant des années, et en fait, à regarder loin, t'as oublié de regarder à tes pieds, quoi. Donc c'est exactement ce que tu dis. Mais même en termes d'offres, des fois on se casse la tête à faire, comme tu dis, des offres pour le touriste. Ça amuse personne, ni le touriste, ni celui qui crée l'offre, parce que tu as l'impression de faire de la bétaillère. Et je pense que tu prends en plus de plaisir à faire de l'offre un peu plus expérientielle, dans le détail, sur le local qui va revenir. Je pense que tout le monde s'amuse plus. Et c'est effectivement ce que tu es en train de dire, parce qu'on en parlait donc justement donc avec les équipes, et on se dit en fait, si on fait tout ça, le cinéma en plein air et autres, c'est avant tout pour se faire plaisir. Bien sûr. Alors, il se trouve qu'on fait plaisir aux autres aussi, oui. Mais déjà, faisons-nous plaisir nous, et si dans ce qu'on fait, on se fait plaisir, normalement, ça devrait faire plaisir aux autres. Bien sûr, et puis même pour en revenir à du très pratico-pratique de business, c'est pas des choses qui font moins gagner d'argent en plus, donc chacun prend plus de plaisir. Tu fais peut-être moins de masse au départ. Ouais, mais ça aussi, c'est justement, alors c'est le côté, alors pas, enfin, je sais pas si c'est écologique, j'aime pas trop tout ce que ça peut être derrière, mais c'est, oui, mais Marie, pourquoi tu te développes pas, pourquoi tu n'achètes pas une autre compagnie, pourquoi tu fais machin, mais pourquoi en fait? Je veux dire, on est bien comme ça. Enfin, je veux dire, t'as besoin de quelque chose en plus, de machin, enfin c'est... Alors, c'est vrai que parfois tu fais du développement pour stimuler tes équipes, pour les fidéliser, pour plein de choses, mais enfin, c'est pas forcément toujours pertinent. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Alors après, c'est vrai que tu vas me dire, mais Marie, le tourisme à Paris, même si le nombre de visiteurs va cesser de croître, donc pourquoi tu laisses la part du gâteau aux autres? C'est une question.
c'est une question. Et pourquoi laisser la part de gâteau à des personnes qui potentiellement sont moins vertueuses d'un point de vue environnemental? Dans ce cas-là, est-ce que c'est pas plutôt à toi de battre pour que, que eux ils perdent de part de marché et que toi t'en gagnes? On peut se poser la question. Mon profil de conquérant te dirait... mais je ne sais même pas si j'ai raison de le penser. Donc, mais oui, surtout que si tu fais les choses mieux, autant qu'elles viennent chez toi. Mais après... Tu as raison, tu vois, c'est des questions que je me pose. L'agence a 10 ans, on a cessé de croître, mais pas par la croissance, pas par appétit, tu vois, juste par plaisir en fait. On a une nouvelle idée, un nouveau truc à envie de faire, vraiment par envie. Mais au bout d'un moment, tu te poses la question de te dire, mais finalement, quelle est la raison à tout ça, quoi. Alors tant que ça reste par plaisir et par projet, je trouve qu'il faut y aller. Quand ça arrive par des choses un peu plus financière, commerciale, désir de conquérir des choses, je trouve que c'est un peu plus... la raison est moins belle, quoi. Alors que ce sont des histoires de quéquettes. Ouais, voilà. Non, c'est pas pour ces histoires-là. Je voulais pas le redire pendant le podcast. Mais j'avais bien aimé ton analogie tout à l'heure, mais tu l'as fait toute seule, donc c'est cool. Marie, je vois que leur fil, c'était hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Si je dois inviter quelqu'un d'autre pour le prochain podcast dans le tourisme ou le voyage de manière générale, à qui tu peux me donner comme contact? Je pose la question, on me répond personne une fois sur deux parce que la question arrive abrupte comme ça. En fait, faut que tu nous l'annonces éventuellement au début. Exactement, mais c'est pas drôle sinon. J'aime bien avoir cette réaction. Local. Non, pas forcément. Alors ceci dit, rien à voir, tout en ayant à voir, mais rien à voir. On a fait une visite de l'exploitation du caviar de Neuvic. Et c'était extrêmement intéressant. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport avec le tourisme? Parce que je pense qu'au final, il a quand même réussi à développer une attractivité pour ce petit bled. Ça draine un flux touristique et peut-être et son activité, en plus, je pense, doit redynamiser un petit peu ce bourg-là. J'ai cru que tu allais me dire la bonne sœur de l'abbaye des Chournac. Très intéressant aussi, très très intéressant, mais draine pas trop, c'est un autre alors ceci dit, ce serait hyper intéressant puisque l'abbaye des Chournac accueille également des gens qui font des retraites, et donc au final ils ont une activité touristique. C'est pour ça on y a pensé, et je pense que ça doit être assez je pense pas que le digital non. Oui. Mais c'est intéressant d'aller voir comment on arrive à... Je pense que le contenu, tu vois, il est assez... Voilà. Oui, bah on en a eu l'occasion d'en participer un peu, donc c'était marrant. Mais Neuvic, c'est pas inintéressant. J'avais déjà visité Nice-sur-Jonnière, et effectivement, il y a un volet touristique à tout ça, on s'en rend pas compte, mais le sens que pour redynamiser des lieux inconnus, alors qu'il y a de l'activité sur place, c'est pas idiot. Marie, je te remercie beaucoup. Je crois que l'échange a duré 1h30, 2 heures. Oui, on pensait que ça allait aller vite, mais on a fait 2 fois le podcast, c'est rigolo. C'est clair. Je te remercie. Est-ce qu'il y a des questions que je ne t'ai pas posées? Quand est-ce que je mange ma prochaine raclette? C'est quand d'ailleurs? Dimanche. C'est vrai, nous c'était vendredi. Ah mais ça sent peut-être encore dans l'agence, c'est pour ça que tu me poses peut-être la question. Marie, je te remercie beaucoup. On se revoit très vite et puis à très bientôt pour un autre épisode et encore merci à toi. Merci. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des compteurs pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.